avant de parler des films et des choix que vous pourriez faire pour le festival, peut-être quelques mots pour le festival, parce que ce n'est pas évident de savoir ce que ça veut dire. Festival Ciné 32, Indépendance et Création, des festivals, il y en a partout aujourd'hui, dans le cinéma, dans la musique, dans les musiques, partout. Hein. Et dans le cinéma, il y en a une très grande, que le Festival de Cannes, tout ça, dont vous en avez tous entendu parler, bien sûr. Nous, c'est un festival qui n'a pas grand-chose à voir avec ça, même si on l'appelle festival. Il est né de l'activité de Ciné 32, au bout de 20 ans, dans cette vieille histoire, vous étiez loin d'être né. Et au bout de 20 ans, on a eu l'idée de faire un petit festival pour fêter les 20 ans de l'activité de Ciné 32. Et on l'appelait Indépendance, avec un S de pluriel, on pourrait y revenir, et Création. Et l'idée, c'était un peu d'illustrer, de montrer les films que l'on pouvait voir dans des tas de salles en France, pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans des petites communes, pour peu que l'exploitant de la salle de cinéma ait envie de montrer la diversité des films. Alors c'est vrai que le cinéma, pour vous, comme pour la majorité des gens, c'est peut-être un, deux films, trois films par mois dont tout le monde va parler et que quelques-uns assez nombreux vont aller voir. Or, vous savez combien il sort de films chaque semaine dans les salles de cinéma, théoriquement. Hein. Il en sort à peu près entre 12 et 15, quand ce n'est pas un peu plus. 12 et 15 films par semaine. Il sort non plus de... pratiquement, il sort 650 films par an. Personne ne voit 650 films. Et dans ces 650 films, ben, il y en a des centaines qui ont de toutes petites sorties dont on ne parle pas, qui sont souvent les films les plus passionnants, en tout cas ceux qui nous intéressent, nous, dans le travail à réessai, c'est-à-dire les salles qui mènent un travail à réessai. Ça ne veut pas dire qu'elles ne montrent pas tous les blockbusters qu'on a envie de voir, ou tous les grands films familiaux pour le jeune public et pour les enfants et familles, mais on choisit aussi de montrer des films qui sont faits par des gens qui ont une démarche de créateurs et pas seulement de fabricants, si vous voulez, de produits pour le divertissement, pas seulement. Il y a des films très divertissants aussi. Mais voilà. Alors ces films-là, ils sont nombreux, ils ne sont pas tous réussis, bien sûr. Ils sont très différents les uns des autres, et c'est ça qui nous intéresse, nous, dans l'exploitation cinématographique, c'est de leur donner une chance d'être vus par des spectateurs qui ont attrapé le virus, la découverte du cinéma, comme vous pouvez l'attraper pour découvrir des musiciens nouveaux, ou des livres, ou autre chose. Hein. Voilà, donc Indépendance et Création, 19e édition déjà, donc ça a pris du poids. Le premier public, c'est pas vous. Le premier public, c'est justement des responsables de salles de cinéma, des exploitants de salles, qui programment leur salle et qui choisissent de passer tel ou tel film. Donc l'idée, c'est de leur proposer une sélection que j'établis, que nous établissons parmi tous les films qui vont sortir, de quelques titres auxquels on peut apporter un coup de main et que ça vaudrait peut-être le coup, en tout cas, de montrer dans les salles. Ça ne veut pas dire qu'on va aimer tous ces films, ça ne veut pas dire que tous ces films sont des chefs-d'œuvre, ça n'a pas de sens de toute façon, mais ça veut dire que tous ces films-là, ben, ils ne prennent pas le spectateur pour un cochon payant, si vous voulez. Hein, ils ne prennent pas le spectateur pour quelqu'un qui va voir le programme qu'il attendait et rien de plus, et il est content. Ils prennent le spectateur pour quelqu'un d'intelligent qui a envie de découvrir, qui réagit devant ce qu'on lui propose, et qui bouge. Quoi. Et donc c'est des films qui ne prennent pas les gens pour des imbéciles, simplement. Ça ne veut pas dire qu'ils sont difficiles. Ça veut dire qu'ils ne sont pas toujours confortables, parce qu'il n'y a rien de plus confortable que de retrouver ce qu'on connaît déjà. Hein, c'est normal. Et on y a tous ce plaisir, il n'y a pas de mal à ça. Mais dans le cinéma, on peut découvrir autre chose que ça. Donc voilà l'idée. Donc je vous dis, il y a à peu près 300, je crois que 300 films, ou un peu plus même, qui sont recommandés à réessayer, c'est-à-dire signalés comme relevant d'un effort, d'une volonté de programmer autre chose que le tout venant du divertissement. Sur ces 300 films, évidemment, il y a de tout. J'en ai vu pas mal, de ceux qui vont sortir à partir de novembre, décembre et surtout en premier semestre 2017, puisqu'on sait longtemps à l'avance. Il y a beaucoup de films qui sont faits et qui attendent d'avoir des salles pour pouvoir sortir. Hein, tous les films que l'on fait ne sortent pas facilement, il y en a qui ne sortent pas d'ailleurs. Voilà, donc là j'ai choisi 58 films cette année, en 4 jours, ben, c'est pas mal. Hein.
58 films en 4 jours. Donc c'est un festival, et ça c'est un critère pour un festival, c'est un festival frustrant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas tout voir. Hein. On ne peut même en voir, en s'accrochant bien, que 15. Donc dites-vous que c'est un festival où il y aura 43 films que vous ne pourrez pas voir de toute façon là. Mais c'est pas grave, puisqu'ils n'ont pas encore sorti. Hein. C'est pour signaler qu'ils existent, et en tout cas des exploitants les voient, et aussi tous les cinéphiles. Alors il y a des jeunes, il y a des lycéens, des options cinéma qui viennent, vous, et d'autres lycées aussi. Il y a des cinéphiles du Grand Sud-Ouest, et même parfois de plus loin, qui viennent ainsi repérer des films avant. Et tout ça, ça aide ces films à avoir un peu de visibilité lorsqu'ils sortiront, parce que les pauvres, pas tous, mais souvent, ils sont écrasés. De quoi on vous parle aux journaux télévisés, de quoi on vous parle sur beaucoup de réseaux sociaux, c'est pas de ces films-là, forcément. Voilà donc pour l'esprit du festival. Hein, donc, on ne peut pas tout voir, mais on peut faire des choix, et en tout cas, ce sont toujours des expériences, ce sont ce qu'on peut appeler des propositions de cinéma. Hein, il y a des films qui vous surprendront, surtout en seconde, sans doute, mais certains ont peut-être déjà vu, qui les ont surpris, et ça, c'est toujours intéressant. Il y en a qui vous émouvront, il y en a qui vous feront rire, il y en a qui vont vous intriguer. Il y a toutes les réactions possibles, et puis surtout devant ces films-là, chacun d'entre vous aura une réaction qui lui appartient, parce que chacun fait son chemin devant les films, et l'intérêt aussi c'est d'échanger après, bien sûr, pas pour forcément se convaincre, mais pour bien voir à quel point on a des perceptions différentes les uns des autres d'un même objet. Le film, il est important. Et pourtant, on ne voit pas tous les mêmes films, on ne les reçoit pas de la même manière, parce qu'on n'y projette pas non plus les mêmes choses dessus, hein, en fonction de ce qu'on connaît, ce qui intéresse, de ce qui fait peur, de ce qu'on a envie de voir, etc. Voilà, alors ce programme-là, 58 films, alors d'où viennent-ils? C'est vrai que le marché est inondé par la production américaine, et notamment hollywoodienne, enfin, c'est-à-dire les grandes machines industrielles mondialisées. Voilà, on n'en a pas, hein, évidemment. Donc là, vous ne les verrez pas au festival, mais on a des films de tous les pays quand même. Mais enfin, ce qui est majoritaire, c'est les films français, évidemment. C'est les films français, parce qu'il y a en France une politique du cinéma qui... je ne dis pas que ça rend facile, mais ça permet quand même l'éclosion de beaucoup de films avec des petits moyens. Et donc il y a quand même une riche production dans le cinéma français, qui parfois du mal dans les salles d'ailleurs, mais voilà. Donc on a 30 films français sur les 58. Alors souvent c'est des coproductions aussi, mais 30 films majoritairement français. Ça peut être des coproductions avec d'autres pays d'Europe, etc. Et il y a 12 films d'autres pays d'Europe, dont en tout il y a 42 films européens, disons. 42 films européens et 16 films de tous les pays du monde, en dehors de l'Europe, bien sûr les États-Unis, quelques films d'indépendants américains, mais du Japon, de Corée du Nord, on se promène, hein, de Thaïlande, un film par-ci par-là, du Chili. Voilà, donc vous voyez, un vaste voyage qui est proposé, un voyage impossible à faire en entier, dans beaucoup d'univers de cinéastes, mais aussi dans beaucoup de pays du monde problématiques, de façons de vivre, etc. Donc c'est vraiment des fenêtres ouvertes, à la fois sur le monde et sur la création. Il y a aussi, ça c'est intéressant et ça vous concerne diablement, c'est pas un festival de musée, c'est-à-dire on ne passe pas que les grands classiques et les grands cinéastes que l'on connaît déjà, qui n'ont pas forcément besoin, pas toujours en tout cas, de nous, de nos salles. Il y a beaucoup de premiers films. Il y a beaucoup de premiers films, puisqu'il y en a 18 quand même, ce qui est énorme par rapport à la production. Il y a 18 premiers films, premiers longs métrages. Hein. Quand je dis premiers films, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas fait avant des courts métrages ou des moyens métrages ou des trucs pour la télé, mais c'est les premiers longs métrages de fiction ou documentaire. Et il y en a 7 qui sont des seconds films, souvent les plus difficiles à faire et à réussir. Hein. Donc vous voyez, on a déjà 25 films, c'est-à-dire près de la moitié, qui sont des premiers ou deuxièmes films, donc on est tourné vers l'avenir là.
Ça ne veut pas dire que tous y arriveront, mais quelques-uns vont faire un sacré chemin, c'est évident. Et il y en a 6 qui sont les troisièmes films, ce qui, là aussi, est parfois très difficile à atteindre un peu. Donc voilà, hein, 7 et 6, 13, 31, premier, deuxième ou troisième film, c'est-à-dire largement plus de la moitié. Et ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il n'y a que 10 films qui sont réalisés par des cinéastes qui ont plus de 10 films, qui ont 10 films ou 10 derrière eux. Alors il y en a un ou deux qui en ont une trentaine aussi, parce que ils sont, sinon en fin de parcours, du moins, ils ont une sacrée carrière derrière, comme Marco Bello ou d'autres, mais ils sont très minoritaires, donc, hein, c'est 20% en fait, des propositions. Puis, un détail qui fera plaisir à tout le monde ici, je sais, il y a 18 films quand même qui sont réalisés par des réalisatrices. Le cinéma, traditionnellement, est un métier extrêmement machiste. Hein. Dans l'histoire du cinéma, il y a très peu de femmes qui ont accédé à des postes de réalisation, de mise en scène. Il y en a quelques-unes, quelques pionnières. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, évidemment, les choses évoluent, ce qui ne veut pas dire que tout est réglé et partout, loin de là, vous le savez. Voilà donc pour présenter un peu le programme. Alors, dans tous ces films-là, comment vous y préparez un peu? Disons, il y a des films qui ressemblent quand même aux films que vous voyez quand vous allez au cinéma, c'est-à-dire des films qui racontent une histoire du début à la fin, que l'on suit sans trop de difficultés, alors des histoires qui peuvent surprendre, où tout n'est pas expliqué tout le temps, peut-être qu'il faut parfois y faire attention, mais enfin, c'est des films qui ont une narration classique, il y en a à peu près comme ça, 25-30, hein, ça dépend de chacun aussi, hein, de ce que vous avez vu. Enfin, c'est des films comme les autres, si vous voulez, à première vue en tout cas. Et puis il y a d'autres films, il y en a bien 25 aussi, qui sont des films, si vous voulez, qui à la fois réfléchissent sur la réalité, sur la vie, sur le monde, mais aussi ont un point de vue, comment dire, un point de vue qui se perçoit sur le cinéma. C'est-à-dire, ils filment avec une certaine idée de la manière dont ils vont filmer. Je ne dis pas qu'ils se regardent filmer, ce serait péjoratif, mais c'est des films qui ont un point de vue sur l'écriture cinématographique et qui peuvent donc beaucoup dérouter les spectateurs de cinéma classique qui ont l'habitude de suivre une histoire où ils sont portés quand même par des éléments d'information, c'est qui est qui, ce qui se passe, les bons et les méchants, voilà, c'est pas tellement le truc, vous passez l'âge un peu, mais on a des repères dans les films habituels. Dans ces films-là, on peut être un petit peu promené, un peu perdu, mais là aussi, il ne faut pas se demander ce qu'ils veulent dire, il faut les prendre comme ils sont et y rentrer. C'est des démarches toutes très différentes. Ils ne sont pas difficiles. Disons, on peut louper la porte d'entrée. Hein, si on se cramponne parce que ça ne ressemble pas à ce qu'on a d'habitude. Voilà. Et c'est l'intérêt aussi de ces expériences qu'on vous propose au cinéma. Ciné 32 et dans des salles à réessai en France, il y en a plus d'un millier qui proposent ça. Voilà. Et puis il y a quelques films on dit des documentaires. Alors ça aussi, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 7 films qu'on pourrait classer documentaires, mais qui sont extrêmement différents les uns des autres. Et c'est quoi? C'est des films qui ne sont pas joués par des comédiens, c'est sûr. Donc ils filment des vrais gens, comme on dit. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne racontent pas des histoires aussi. Bon, voilà. Donc il y a 7 films documentaires, dont plusieurs qui pourraient vous intéresser, même s'ils ne sont pas dans les premiers jours du festival. Notamment, il y a un concours, le nouveau film d'une grande documentariste française, qui est Claire Simon. Concours, c'est le concours d'entrée à la FEMI, c'est-à-dire à l'École supérieure du cinéma, la Fondation européenne des métiers de l'image et du son. Et Claire Simon a réalisé un documentaire sur le concours d'entrée à la FEMI, c'est-à-dire une session avec les divers candidats, réalisation, tous les postes techniques, mais aussi exploitation, distribution, et les jurés. Et elle filme des moments comme ça sur ces candidats et les libérations de jury. C'est une réflexion, c'est un film qui montre à voir aussi comment les gens vivent le cinéma. Certains y voient leur carrière, leur avenir, leur domaine vraiment d'émancipation, et puis on voit les cinéastes qui sont là dans les jurys pour coopter ceux qui vont leur succéder. C'est pas un film grand public, mais tous ceux qui s'intéressent au cinéma et à la création seront, je pense, intéressés par ce que montre Claire Simon. Voilà, et puis il y a quelques essais totalement inclassables aussi, voilà. D'une manière générale, donc, la présentation, si vous avez
des questions, je ne vais pas vous saouler non plus en parlant tout seul, hein. Si vous avez quelques questions générales avant qu'on parle un peu des programmes, des films, je suis bien sûr là pour essayer d'y répondre. Est-ce qu'il y en a? Ou des explications, parce que je suis allé vite, parce que le temps est quand même compté, hein, et il faut parler aussi un petit peu des films. Non, ça va? Oui. Bon, vous n'avez pas encore envie de fuir le festival ça? Bon. Alors, voyons comment on va procéder. Là, ça c'est bon, facile. Nous avons la grille. Alors, le soir de l'ouverture, alors on a là un des grands cinéastes français, pas forcément grand public d'ailleurs, qui s'appelle Benoît Jacot. Bon, vous n'allez pas démarrer par le film le plus évident, hein, autant vous le dire. Vous savez, c'est un film, bon, c'est une histoire de couple, de mort de l'homme que l'on a tué à Malric, mais il reste dans cette maison, voilà. Il y a des films qu'on peut raconter en racontant le pitch, comme on dit, hein, c'est-à-dire de quoi il s'agit, quelle est l'histoire, en gros. Là, franchement, je ne vous raconte rien en vous disant ça. Hein, c'est une démarche un peu expérimentale, assez intrigante. C'est un film qui n'a rien pour essayer de séduire, mais qui est extrêmement prenant, extrêmement mémoire, et beaucoup de niveaux d'ailleurs entre l'autofiction et la fiction. L'autofiction, c'est quand on raconte des histoires qui prolongent un peu les expériences de réalisateurs ou de scénaristes, quoi. Et puis la fiction. Entre le réel et l'imaginaire, il y a un aspect un peu fantastique à un moment du film on ne sait plus si c'est une histoire de fantôme ou pas, voilà. Donc à jamais, avec Benoît Jacot, qui en est lui à son, je ne sais plus combien d'ailleurs, plus de 20 films de cinéma, une œuvre immense de télévision, et dont vous n'avez sans doute pas vu de film, vu votre âge, je pense, parce que le dernier, c'était Le Journal d'une femme de chambre, qui est un de ces rares films un petit peu grand public. Tout est relatif quand même, hein. Voilà, donc. Et là, Benoît Jacot, qui au départ était quand même dans le cinéma français, dans les jeunes espoirs d'un cinéma très... sous l'ancienne Marguerite Duras, un cinéma de la marge quand même, qui est devenu un cinéaste plus public, revient avec ce film à une certaine radicalité. Voilà, j'espère que je ne vous fais pas peur, mais c'est une expérience à faire. Et puis il sera là, intimidant quand même, avec sa scénariste et comédienne, qui joue dans le film, Julia Roy. Alors, le jeudi, vous avez un choix raisonnable, puisqu'il n'y a que 3 salles en même temps, 3 films à choisir. Le vendredi, il y en a 4 ou 5, et samedi et dimanche, 5. Pour démarrer, à 9h15, vous avez 3 Fukushima, mon amour, Loving et Neruda. Donc on vous a mis 3 films aussi différents que possible. Aucun blockbuster, hein, mais il y a un film américain qui n'est pas un film des grands studios, mais qui est quand même un film très classique dans sa facture, qui est un très beau film. C'est Loving, donc, de Jack Nichols, qui est un jeune cinéaste américain. C'est son 4e long métrage seulement, vous voyez. Non, vous n'avez pas vu les précédents, je pense, mais il s'est fait remarquer par à la fois l'imaginaire très fort et une chronique de l'Amérique et de ses peurs. Et c'est un très très bon cinéaste classique. Loving, c'est l'histoire d'un amour et d'un mariage dans le Mississippi entre un blanc et une femme noire. Et comme les lois de cet État interdisaient ce mariage dans les années 60, ils sont poursuivis par la justice et condamnés donc, à moins qu'ils ne quittent cet État pour aller ailleurs. Voilà. Donc ce film-là, c'est à la fois une histoire d'amour très très belle, très émouvante, et aussi l'histoire d'une lutte, d'une résistance par rapport à un ordre qui n'est pas acceptable. À ce sujet, d'ailleurs, il y a pas mal de films qui sont des films qui évoquent, sur des thèmes divers d'ailleurs, des formes de résistance aux choses telles qu'elles vont quand elles vont mal. Il y en a pas mal. Dont Loving, qui était au Festival de Cannes cette année en sélection officielle et qui n'a rien eu, mais ça,
les prix dans les festivals, ça va, ça vient, et ça ne prouve rien, quoi. Hein. Il y a également Neruda. Je ne sais pas, est-ce que ce nom vous dit quelque chose, Neruda, certains? Pablo Neruda? Oui, dis-moi. Ça me dit quelque chose que j'ai oublié. Tu as entendu? Bon, c'est un poète chilien, hein, un poète et homme politique chilien, qui est mort après le coup d'État au Chili en 1973. Donc c'est un film sur Pablo Neruda, qui est une figure emblématique de l'engagement politique, mais de la poésie aussi dans l'Amérique du Sud. Et c'est un film qui va vous surprendre assez, parce que c'est pas un récit totalement classique. Ça ressemble beaucoup à des romans d'Amérique latine, des grands romanciers d'Amérique latine. Il y a un enchevêtrement de thèmes là-dedans. C'est un portrait... c'est pas un portrait qui est une hagiographie de Pablo Neruda, le héros. Au contraire, on pourrait presque dire, il y a une forme de démystification du mythe de Pablo Neruda, figure donc emblématique, sans le démolir pour autant, mais il est pris dans une espèce de jeu, d'une traque entre un policier au service du président dictatorial du Chili à cette époque-là, et de Neruda qui est poursuivi pour être arrêté à cause de ses activités politiques. Et il y a donc un enchevêtrement de thèmes, à la fois une réflexion sur l'univers de Neruda, mais aussi une espèce de jeu entre un homme et son double, Neruda jouant dans la fiction à faire un jeu de piste où l'autre est également entraîné. Voilà. Donc, si vous voulez, le film le plus accessible pour vous, et certainement le plus gratifiant au premier degré et même au second, c'est Loving, hein, c'est un très beau film. Neruda est un film passionnant, mais vous savez que vous vous engagez dans une aventure qui va vous surprendre un petit peu quand même. Hein. C'est pas le plus évident, quoi. Cela dit, c'est un film en espagnol, enfin en chilien. Et enfin, Fukushima Mon Amour, alors c'est un film allemand tourné au Japon par une réalisatrice qui était très connue en Allemagne, Doris Dori, et qui se passe donc après le désastre. J'oublie qu'il y a une caméra, c'est vrai, il ne faut pas regarder la caméra, mais à ce point-là. Donc c'est un film qui se passe après le désastre de Fukushima et le tsunami qui l'a accompagné. Et il s'agit donc de comédiens, d'artistes du spectacle de la rue allemand qui vont au Japon pour aider et pour changer les idées, si on peut dire, des victimes de ce désastre. Et le film se concentre assez vite sur le rapport entre une jeune saltimbanque allemande qui a ses propres problèmes personnels, sentimentaux, et une vieille dame, une ancienne geisha, qui se retrouve toute seule dans le désastre de sa maison dévastée. Et c'est un film dont sur un peu la rencontre des cultures, pas leur choc, la rencontre de cultures différentes. Et il n'est pas du tout difficile à suivre, il est fait volontairement en noir et blanc. Voilà, c'est un joli film, hein, Fukushima, Mon Amour. Le titre français, hein, sinon c'est Salut de Fukushima, le titre de langue russe, Fukushima. Donc là, ils ont repris, peut-être vous connaissez ce titre, le titre d'un film célèbre d'Anna René qui s'appelait Hiroshima, Mon Amour. Deuxième séance à 11h15. Alors là aussi, c'est très différent. Alors, pour ceux qui veulent une expérience de cinéma assez inhabituelle, et je pense que ça peut vous plaire, ce film, il y a Le Parc, qui est le deuxième long métrage d'un jeune homme qui suit son chemin en toute indépendance, qui produit ses films, ne les écrit pas parce qu'il les fabrique au fur et à mesure du tournage avec les comédiens. Hein, donc Le Parc, ça dure 1h11. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille à peu près de votre âge, peut-être un tout petit peu plus, qui ont un rendez-vous dans un parc public. Voilà. Et puis le garçon s'en va au bout d'un moment, et puis il continue à communiquer par SMS, et puis la nuit tombe. Et puis, bon, je ne vous raconte pas le film, mais ça glisse. C'est un film de pur regard, extrêmement fascinant. C'est juste pour nos histoires de transport.
Voilà, parce que comme il y a des séances d'accord. au Garros. Ah ben d'accord. Voilà. Alors choisir le parc à la séance du 2. Donc je continue alors. Écoutez, Non mais c'est... Oui, vas-y, continue, sur t'occupe le pas de moi. Hein, sur le parc. Oui, et ça glisse peu à peu, vous allez voir quelque chose qui relève du fantastique. Voilà, pas de l'horreur, hein, du fantastique, mais une certaine forme même d'inquiétude. C'est un film tout à fait étonnant, qui n'a rien à vendre, comme on dit, et ça c'est quand même une qualité. Hein, c'est pour ça que ça mérite qu'on aille le voir aussi. Voilà, très, très sensible, très personnel. Voilà. Pas de pitch non plus. De parc. Alors là, il y en a un pitch. Les oubliés, c'est du solide, là, mais vous ne pourrez pas le voir apparemment à cause pour des problèmes de transport, c'est ça? Ça dépend. En fait, ça dépend des choix. alors réparer les vivants et primaires, d'après ce que j'ai compris, ils auront lieu à la Cinémobile au Garros. Ah, ils passeront aussi au Garros, oui. Ah, ils passent aussi au Garros ou ils passent qu'au Garros? Ah non, non, pas que, non. D'accord. Ah, d'accord. Ah non, quand même, hein, le Garros, c'est une séance de plus pour les films qui y sont, mais c'est pas à la place. Mais hein. ce sera à la même heure par contre, c'est ça? Ah, ça peut arriver qu'ils soient à la même heure, puisqu'avec le numérique, tout est possible, en fait, D'accord. presque. Ok. Donc, a priori, je pense que ces deux séances-là, on les fera à la Cinémobile pour que vous fassiez l'expérience de la Cinémobile. Du coup... Hein? Non, mais là, tu vois, il y a marqué Garros aussi. Donc, du coup, si jamais vous choisissez ces deux films-là, pour que ce soit un peu plus pratique, ce serait bien que vous choisissiez donc Le Parc ou Prunelle de mes yeux avant. Mais du coup, s'il est aussi à Ciné 32 et que vous voulez absolument voir un autre film, on se débrouillera. Voilà. Voilà, vous avez le choix. Donc, Les Oubliés. Les Oubliés, titre original Land of Mines, le pays des mines. Ça se passe à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, au nord de l'Allemagne et sur les côtes du Danemark. Et ce sont des jeunes conscrits, des jeunes soldats allemands, des adolescents à la fin de la guerre, hein, et qui sont réquisitionnés par les troupes alliées pour procéder au déminage de la côte, qui est truffée de mines. Voilà, dans des conditions, vous pensez, assez éprouvantes. Et c'est un film qui, donc, est d'abord très fort et très accrocheur. Donc, là, le récit, vous n'aurez pas de mal à le suivre, hein, ça prend très fort. En même temps, il nous donne à voir ce que la guerre fait des hommes aussi, et l'inhumanité qui peut, à partir de là, la barbarie qui peut ressortir, et comment on peut aussi le surmonter. C'est quand même le sujet de ce film très écrit, très bien mis en scène, et qui je pense, vous touchera. Hein. En tout cas, il a beaucoup touché l'équipe quand elle l'a vu. Les Oubliés. C'est un troisième film, je crois aussi. Et puis Les Mistral gagnants. Alors là, c'est tout à fait autre chose. C'est un documentaire, si on veut. C'est un documentaire fait par une femme qui a connu cette situation d'ailleurs, sur des enfants malades, des enfants de 7, 6, 7, 8 ans, en milieu hospitalier, donc, et dans leur vie, dans les rapports avec les parents. Mais pas du tout un film d'apitoiement, hein, c'est un film qui montre la force de vie et en même temps, un mot qu'on n'emploie pas beaucoup aujourd'hui, la résilience à la fois des enfants et des familles à des situations assez difficiles. Mais le film n'est pas éprouvant au premier degré, c'est vraiment un film tonique. C'est un film qui donne plutôt la pêche que c'est pas un film d'apitoiement ou de désespoir. Hein, je dis ça parce que ça fait un petit peu peur tout cela. Et elle filme d'une manière extrêmement à la fois pudique et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien. Moi je regrette qu'il rajoute un peu trop de musique. Il n'avait pas besoin parce que dans beaucoup de films on met de la musique pour boucher les trous du récit souvent. Et là il n'en avait pas besoin. Mais à part cette réserve, le film est formidable. Je pense qu'il touchera un public assez large d'ailleurs. D'ailleurs, je crois qu'un des enfants qui est dans le film est dans le Gers aussi. Le film dans le Gers. À 14h15, alors encore un programme très différent. Baccalauréat. Baccalauréat, bon, vous avez encore 2 ans, mais vous pouvez y penser. Mais là, c'est en Roumanie. Et c'est pas exactement un film sur le baccalauréat. C'est plutôt un film sur la tentation de la corruption, disons, hein, d'un médecin, chirurgien, qui veut absolument que sa fille ait le bac parce que
grâce à cela, elle pourra aller dans une école ensuite dans un autre pays d'Europe. Mais elle a un problème qui fait que ce bac est compromis. Il veut absolument avoir toutes les garanties pour qu'elle l'ait. Et c'est pas une comédie, c'est assez grinçant, c'est très très intéressant, c'est assez féroce quand même sur l'état de la société roumaine. Enfin, peut-être que la Roumanie n'est pas forcément loin pour nous non plus, hein, mais là ça se passe en Roumanie. Donc c'est un cinéaste roumain qui a eu d'ailleurs la Palme d'Or au Festival de Cannes pour son premier film, et qui n'a fait que 3 films à ce jour, Christian Monigou. Certainement son film le plus public et à mon avis peut-être le plus intéressant. Après il y a Réparer les vivants. Alors là c'est une jeune cinéaste, c'est ce qu'on a connu, qui sort. Il y en a au moins une dizaine qui sortent des diverses écoles de cinéma d'ailleurs en France, là. Catel Kilveré. C'est son 3e long métrage, adapté d'un roman assez connu et apprécié de Maëlys de Kerangal, et sur l'histoire de greffe d'un cœur, hein, d'un donneur. Vous avez peut-être entendu parler de ce livre, non, Réparer les vivants. Vos parents peut-être l'ont lu, certains. Voilà, donc c'est un film qui, sur un mode presque à la fois documentaire et presque épique, raconte l'histoire du passage du cœur d'un jeune homme, d'un jeune surfeur mort dans un accident de voiture, à un récepteur qui va mourir, mais qui peut être sauvé par ce cœur. Et c'est en plusieurs épisodes. D'abord, la dure décision des parents de faire le don d'organes, ce qui n'est pas évident. Et puis, une sorte de suspense qui s'installe pour voir si on va arriver à transporter d'un pays, d'un continent à l'autre, hein, ce cœur salvateur. C'est réalisé avec beaucoup d'efficacité, de talent. C'est un film d'ailleurs qui, je pense, aura un vrai succès en salle le moment venu. C'est-à-dire, je crois, il sort en novembre. C'est un de ceux qui sortent depuis tôt, ce qu'on a. Et puis le 3e, bon, qui vous déroutera un petit peu, qui est un road movie gay, gay au sens pas joyeux, hein, homosexuel, mais sur un ton, avec un registre de récit extrêmement intéressant et séduisant. Voilà, ce n'est peut-être pas prioritairement celui que je vous recommanderais, c'est un premier long métrage avec un jeune comédien qu'on a déjà vu chez Laurent Achard, Paul Vecchiali, et qui est remarquable, là, Pascal Cerveau, qui sera derrière. Voilà, c'est un film qui dure 2h21 aussi, qui passe très bien. Alors c'est amusant d'ailleurs parce qu'on a 2 road movies, qui ont presque le même titre, mais ne les confondez pas parce qu'ils ne sont pas du tout pareils. Il y a l'autre qui est Tour de France, avec Gérard Depardieu, et qui est pas mal aussi, hein, réalisé par le réalisateur qui sera là aussi d'ailleurs. Voilà, donc après 17h15, vous êtes toujours là ou votre journée de classe est finie? Leur journée de classe est finie. Donc, pour les films qui sont en dehors du temps scolaire, comme on n'a pas beaucoup de temps, on vous laissera de toute façon le temps de consulter la liste des films sur le site du festival, peut-être. Et puis bon, si on a un peu de temps à la fin, si tu as des gros coups de cœur, voilà. Je ne suis pas du tout pérenne. Et moins 10, on a le temps de... On peut faire les films du vendredi, hein, vous permettez? On peut regarder, ou bien ce que je peux faire, c'est vous signaler non pas les films que vous devez voir, mais des films qui sont peut-être le plus adaptés. Je parle aux secondes, hein, peut-être en première, en terminale, c'est différent, parce qu'ils ont une expérience de cinéma d'un an ou deux de plus, et ça compte. Hein. Mais les films qui suivent, là, voyons, à 17h15, ah oui, il y en a un qui vous plaira, ça c'est sûr, ils ont appelé ça la fine équipe. C'est l'histoire d'une enseignante black qui ne veut plus enseigner et qui a la passion de la musique et qui a dans un groupe de je ne veux pas dire de bêtises sur la dénomination exacte de la musique, mais enfin de votre musique, à 3, et elle continue à tourner. C'est une forme de road movie aussi, et c'est l'histoire d'une équipe totalement improbable. Voilà. Donc c'est un film qui n'a pas d'enjeu, il n'a rien à prouver, il ne témoigne pas, mais il parle quand même d'un monde tout à fait réel. Et il le fait avec beaucoup de plaisir et d'empathie pour les personnages. C'est le 2e long métrage de Magali Richard Serrano, qui avait passé un film que vous n'aviez
peut-être pas vu, vous étiez plus trop jeune, à Collège au cinéma il y a 3 ou 4 ans, qui s'appelait Dans les cordes, qui était l'histoire d'une femme boxeur. Et chaque fois, donc, elle prend des personnages féminins extrêmement, non, je dirais pas masculins, mais extrêmement volontaires, énergiques et très séduisants. Et là, la comédienne est formidable. Vous verrez. Voilà, La fine équipe, ça s'appelait Stan au début du nom de la fille. Après, il y a beaucoup de choses. Il y a Jamais contente, qui est Émilie Deleuze, fille d'un grand philosophe, qui est cinéaste, enfin c'est son 3e long métrage. Là, c'est adapté d'un roman de Marie Desplechin, et c'est l'histoire d'une ado qui déteste tout le monde, y compris elle, quoi, comme des ados qui se respectent, et le film est très drôle quand même. Et les rapports avec la famille, joués par des cinéastes, d'ailleurs c'est Patricia Mazui qui joue le rôle de la mère. Voilà, c'est un petit film sans ambition démesurée, mais extrêmement agréable et amusant. Et si vous voulez, du plus anxiogène, plus dur quand même, il y a Heidi, qui est un film tunisien, qui se situe juste après le printemps arabe, au moment des désillusions. Et c'est donc l'histoire d'un jeune homme qui s'est conformé jusque-là à la manière traditionnelle de vivre de sa famille, et qui a eu de velléité d'essayer d'échapper à cet environnement-là. C'est une chronique de la Tunisie d'il y a quelques années, et certainement d'aujourd'hui, ça va être plus dur encore. Mais il dit, c'est un premier long métrage, il y aura la comédienne du film qui est vraiment magnifique, dans son rôle aussi. C'est aussi une histoire d'amour, Eddie. Je pense que ça vous plaira. Eddie et Jamais contente, c'est 2 programmes différents. Dans la forêt, Gilles Marchand, scénariste, c'est dans de Laurent Canté, notamment. Là, c'est une histoire entre deux enfants qui vont retrouver leur père dans la forêt, qui vit dans une espèce de cabane en Suède dans la forêt. Les parents sont séparés, donc ils vont retrouver leur père, le petit frère et le grand frère. Et c'est une sorte de voyage initiatique et un petit peu inquiétant quand même, parce que le père est convaincu que le petit a une sorte de voyance, quoi. Il perçoit des réalités qui échappent aux autres. Donc c'est un film qui est à la lisière du fantastique, voire de l'épouvante, sans être un film de genre. Hein. C'est pas un film d'épouvante. Voilà. C'est intéressant. C'est un film qui sortira, je crois, au mois de février. Voilà, et pour ceux qui sont encore debout à 22h15, un film iranien qui est une fantaisie policière, un peu surréaliste, un cinéaste qui travaille sur ce créneau-là, sa forme d'indépendance à lui, dans un pays où il n'est pas évident de filmer ce qu'on veut. Hein. Donc il fait un film assez ludique qui est intéressant. Mon personnage Chopper, le client, peut-être que là vous ne serez plus au cinéma à cette heure-là, je ne sais pas. Enfin, ça c'est vous ou vos parents qui voient. Hein. Le vendredi, à 9h15, oui, alors là c'est... Bon, moi il y en a au moins 2 très différents. Alors il y a Jake Robot, c'est l'histoire d'un super-héros. Vous avez peut-être déjà lu la notice. C'est un film italien, c'est pas un film américain. Alors la différence avec les films de super-héros que vous avez sûrement vu, j'espère, c'est que là, c'est un film complètement fauché. Il n'y a pas beaucoup d'argent. Fait par un Italien avec les moyens du bord. Drôle, inventif. Et qui joue totalement quand même le jeu d'un cinéma de genre, mais avec une certaine distance qui s'est répandue maintenant dans ce genre-là, c'est vrai. Voilà, ça s'appelle Jake Robot, et ça se passe à Rome, donc. Et c'est assez impressionnant en termes d'efficacité de récit, de spectaculaire, avec des moyens modestes. Donc ça peut donner envie peut-être à d'autres un jour de faire des films qui ne sont pas forcément des films cérébraux, de cinéma de la marge. Il a eu un succès fou en Italie d'ailleurs. Hein, voilà. Alors après, je ne sais pas, en France, est-ce que ça relève de la réussite? Pour moi, oui, parce qu'il y a une démarche de création originale, même si on ne va pas se demander quel est le message. Hein, voilà. Et il y a Felgorev, qui est
d'ailleurs le film à ce jour, hein, des grands cinéastes italiens de l'après-guerre, hein, enfin, à partir des années 60 exactement, c'est Marco Bellocchio, Faites beaux rêves, qui est à la fois, comme beaucoup de ses derniers films, une introspection sur, son propre univers mental, voire psychiatrique. Le point de départ, c'est un gamin dans une famille grande bourgeoise qui entend un étrange bruit, et puis on lui dit il entend sa mère, et puis après, son père le confie à un prêtre, l'importance de l'Église catholique dans l'Italie, dans le cinéma de Bellocchio, qui lui explique que sa mère est partie au ciel. Voilà. Et le film ne s'arrête pas là, alors il est construit sur des allers-retours. Devenu adulte, il revient dans cette maison, cet appartement qu'il va devoir vendre, et il est confronté à tous ses souvenirs. C'est pas un film qui raconte une histoire, qui fait plaisir. C'est inconfortable, mais c'est extrêmement fort. Après, alors là, dans le premier film d'une femme en Afghanistan, qui s'appelle Waffenship, qui est une chronique de la vie de paysans afghans, qui est un joli film. Cofinancé par l'Allemagne, par une coproduction. Hein, enfin bon, c'est bien de voir un film fait par une femme en Afghanistan. Et il y a La prunelle de mes yeux. Alors ça, c'est un troisième film, une comédie qui peut vous amuser. C'est un peu décalé. Histoire de la relation entre une jeune femme qui est aveugle et un musicien de musique crétoise, je crois. Au début, ils se rencontrent dans l'ascenseur et les rapports sont extrêmement hostiles. Et puis, il y a un jeu de séduction qui s'instaure dans la mesure où il se fait passer pour aveugle. Et quand elle le croit aveugle comme elle, il se passe quelque chose. Le film est sur ce canevas de comédie, mais très, très ludique en même temps, quoi. C'est un jeu. Voilà, La prunelle de mes yeux. Drôle d'oiseau. C'est vrai qu'à cette heure-là, peut-être que ce qui serait le mieux pour vous, c'est Waffenship, hein, qu'il faudrait découvrir certaines réalités d'Afghanistan, c'est intéressant. Drôle d'oiseau, c'est une jolie comédie aussi, mais très minimaliste. Deuxième film, avec Lolita Chama, qui est la fille d'Isabelle Huppert, et un vieux comédien, Jean Sorel, qui joue le rôle d'un libraire. Voyons, à 14h, alors là, oui, à 14h, il y en a un que je vous conseille vraiment de voir, c'est Primaire, d'Hélène Angèle, qui est un film qui peut trouver un public assez consistant, je crois d'ailleurs. Primaire, c'est l'école primaire, oui, c'est l'histoire d'une institutrice qui essaie de faire vraiment des miracles, qui n'y arrive pas toujours, y compris dans son quotidien, avec son petit garçon qui vit avec elle. C'est Sarah Forestier, je ne sais pas si vous la connaissez, une jeune comédienne qui joue ce rôle. C'est un film assez drôle, hein, drôle et émouvant, mais assez drôle quand même sur l'essentiel. Assez caustique, disons. Je vous recommande également la séance d'après, le Corniche Kennedy de Dominique Cabrera, qui se passe à Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez Marseille, la Corniche Kennedy. Donc, c'est tiré là aussi d'un roman de Maëlys de Carandal, comme Préparer les vivants, à enterrer cela, et qui était centré plutôt sur le travail d'un policier dans la ville de Marseille. Et là, ça se déplace sur une bande d'ados de milieux différents, d'origines différentes, dont le jeu est de se jeter du haut de la falaise. Et là, c'est une femme policière qui remplace le personnage du livre de Maëlys de Carandal, et elle a un rôle plus secondaire par rapport... Enfin, voilà, c'est une chronique de la jeunesse un peu perdue à Marseille. C'est un très très joli film où on sent en plus les lieux, la ville, la mer, le soleil. Dominique Cabrera filme ça vraiment très bien. Elle a déjà de beaux films derrière elle, et c'est un très beau retour, je crois. Corniche Kennedy.
je ne parle pas des autres, ça veut dire qu'ils n'ont pas d'intérêt, bien sûr, hein, ils sont également intéressants, mais ils sont peut-être plus décalés par rapport à ce que vous avez envie de recevoir. Mais si vous avez envie de voir Tour de France, c'est pas difficile et c'est très, très sympa hein, comme film. Road movie entre Depardieu et un fils arabe et Depardieu français, plutôt Front National, vous voyez le genre. Et évidemment, ils vont reprendre à se connaître et à s'aimer. Hein. Oui. C'est quoi Lettre de la guerre? Ah oui, alors ça, oui, je veux répondre là-dessus. C'est un film portugais, premier film, à partir de lettres écrites par un médecin qui était appelé sous les drapeaux dans les guerres coloniales du Portugal, dont au début des années 60, 70, je trouve plus. Les guerres du Portugal, c'était en Angola, voilà, en Afrique. Et le film est fait là-dessus, c'est-à-dire le texte de ces lettres et des images qui ne sont pas vraiment des images documentaires, parce que c'est mis en scène, mais qui ne sont pas non plus des images d'une fiction classique, parce qu'il n'y a pas des scènes, des péripéties, des choses comme ça. Les images prolongent, c'est pas illustre, répondent un peu au texte dans un jeu assez complexe. Voilà. C'est pas un film facile, il est très j'ai voulu le mettre, il est vraiment à découvrir, quoi. Si vous voulez une expérience de cinéma totalement différente de ce que vous avez l'habitude. Et à ce sujet, il y a 3 ou 4 films assez particuliers qui ont un rapport précis au texte littéraire. Vous avez un film sur un écrivain aussi qui est... je réponds à la question après. Ah bien oui, bien sûr. Il y a Les Derniers Jours d'Aranjuez, qui est le nouveau film de Wim Wenders, lui grand cinéaste international, hein, et qui est tourné en 3D, en relief, mais qui n'a rien à voir avec un blockbuster, sur un texte de Peter Handke. Et en fait, il s'agit plus d'une lecture de texte mise en scène que d'un récit habituel de cinéma de fiction, même si ça raconte beaucoup d'histoires. Un peu difficile, sans doute. Et puis vous avez Lettre de guerre et l'autre qui est magnifique, qui s'appelle La Supplication, qui est inspiré, qui est une adaptation d'un livre du prix Nobel Svetlana Alexeyev, non, je ne retrouve plus son nom maintenant, peu importe, écrivain russe. C'est le témoignage des gens qui ont vécu l'après de Tchernobyl. Elle a fait un livre extraordinaire. Et sa matière à elle, de roman, c'est de recueillir des témoignages et de les réécrire dans un montage qu'elle fait de cet entrelac d'expériences vécues. Et c'est une matière romanesque prodigieuse, totalement documentaire et de l'ordre au départ du reportage, mais elle fait autre chose. Et le film fait le pari impossible de cette adaptation au cinéma, et je dois dire qu'il est quand même assez fort et assez déroutant quand même, hein. Mais c'est très très prenant. Et le réalisateur sera là. Bon, il y avait une question, pardon, moi je ne t'ai pas répondu. Il n'entend plus maintenant. Oui. Quelle était la question? Non, c'est pour un horaire de film. Ah, il n'y a plus de questions. Bon, si. Ah, il y en a une autre. Alors, vas-y. Jim Danger. Jim, ben, je pense que ça vous plaira. C'est un documentaire, c'est un film de Wenders, de Jim Jarmusch, sur Iggy Pop et son groupe de l'époque. Donc, il y a des documents musicaux, beaucoup de musique, des reports, des interviews. C'est un très bon film de fin de soirée. C'est quoi Indompté et Harmonium? Rien à voir. Indompté, c'est un premier film une histoire de couple et de vocation artistique, débouchant là aussi sur une histoire un peu de fantôme. C'est qu'il y a des films qui se répondent comme ça, mais ça se passe à la Villa Médicis à Rome, dans des résidences d'artistes, au moment où la Villa Médicis va cesser de recevoir en résidence des artistes pour des raisons budgétaires. C'est un film très personnel, premier film tout à fait intéressant. Oui. La réalisatrice d'ailleurs la compagne du cinéaste Philippe Garrel, mais c'est très différent du cinéma de Garrel. J'avais vu une autre question. C'était quoi Harmonium? Ah oui, pardon, Harmonium. Alors c'est un film japonais. Là. C'est un film japonais, c'est une fiction assez lente. Sur l'histoire de l'infiltration
d'un homme dans un couple, dans une famille. L'homme est accueilli, on ne sait trop pourquoi, par le mari et intégré dans la maison. Et voilà. C'est un très, très beau film qui n'a rien de spectaculaire, mais une vraie démarche de cinéaste. Oui. Un film japonais, oui, il y en a deux, je crois, deux ou trois, plus Fukushima. Ah oui, il y a de quoi se promener. Hein. Oui. C'est quoi un dragon armé? Pardon? C'est quoi? Ah oui, oui, je disais tout à l'heure, c'est le film iranien dont je vous parlais. C'est à propos d'une enquête policière sur un meurtre d'homme politique à l'Iran dans les années 60, c'est-à-dire avant la révolution iranienne. Et à partir de là, ça se passe sur une île extraordinairement photogénique, une île presque lunaire, et un enchevêtrement d'histoire, de légendes. Donc ça a un côté un peu marabout bout de ficelle, vous voyez, c'est-à-dire que ça s'enchaîne, mais pas en termes de récit, plutôt en termes je ne sais pas comment dire, de micro-fiction, des petites fictions qui succèdent, mais c'est assez fascinant comme film, et la démarche de ce réalisateur est intéressante dans la mesure où l'Iran est un pays où il n'y a pas de liberté d'expression artistique. Bien entendu, c'est extrêmement verrouillé. Et il a choisi, lui, de rester dans son pays et d'exercer sa liberté par des chemins détournés qui sont ceux de la fantaisie, de la poésie, d'un côté un petit peu irrévérencieux aussi. C'est intéressant, et puis c'est très beau à voir. Un dragon arrive. Plus de questions, vous êtes terrassé d'informations. Y compris sur les films du week-end, Baptiste? Louise en hiver, ça parle de quoi? Ce que je disais, on n'atteint pas une saturation, c'est tout à fait normal. C'est un film d'animation de Jean-François Laguionie, c'est une vieille dame dans une station balnéaire, et l'hiver arrive, les moyens de transport s'en vont, les gens aussi, et c'est l'histoire d'une vieille dame qui reste seule. Donc c'est pas le type même du sujet de film pour enfants, du dessin animé pour enfants. C'est un dessin animé, c'est une œuvre très personnelle de Laguionie, mais que les enfants peuvent voir. Hein, voilà, ça ne ressemble pas à ce qu'ils voient d'habitude, c'est sûr. Et c'est surtout un très très grand poète de l'animation et du graphisme. Laguionie a fait le tableau, est un film extraordinaire. On l'avait invité et il serait revenu, il est venu plusieurs fois, mais là il est ailleurs. Donc. Oui. C'est quoi I tempi felici verano Attends, tu veux parler un peu plus fort parce que là je vois. Tempi Felici. Ah, I tempi felici verano presto. C'est un film italien, comme son nom l'indique. Là aussi, ça fait partie des 25 films qui ne sont pas sur le schéma habituel de ce que l'on voit. Hein, donc ça commence au début par deux personnages en fuite dans une forêt, et puis ça s'enchaîne sur une série de situations. Voilà, on ne peut pas raconter le pitch de ce film. C'est un film, disons, qui est une sorte de chronique de manière d'embrasser des lieux, un paysage, des gens, des gestes, des légendes. Hein, voilà, si je vous dis ça, et si on disait ça à la télévision pour vendre le film, ce ne serait pas efficace, j'en suis tout à fait conscient. Et en même temps, le film est un peu malaisé au début, hein, parce qu'on a du mal à rentrer là-dedans un petit peu, mais très vite il prend, si on se laisse prendre. Si on décroche, c'est fini. Si on est patient, effectivement, c'est assez payant. Et c'est une expérience très, très sensorielle du cinéma aussi, de la réalité. C'est comme l'ultime plage, qui est plus facile d'abord et est extrêmement intéressant, c'est à Trieste, la dernière plage d'Europe, où la plage des hommes et la plage des femmes est séparée par un mur. Et là, c'est une chronique au quotidien et en même temps une réflexion politique, poétique, humoristique sur les comportements des gens, notamment des protagonistes âgés. Et c'est un très beau film aussi, très beau documentaire fait par un grec et un italien.
Tandis que I Tempi Felici n'est pas pour parler un documentaire. Il y a de la fiction, hein, mais son premier film était un documentaire et il filme un peu une fiction comme un documentaire. C'est ce qui doit dérouter aussi quand on le voit. Sinon, faute de questions, pas mes coups de cœur, parce que ça ne regarde que moi, mais ce qui pourrait vous plaire, il y a Les 300 nuits, 3000 nuits, qui est un film palestinien intéressant sur des femmes en prison. Il y a, enfin, entre autres, hein. Si vous avez envie de quelque chose qui décoiffe un peu, il y a Grave, qui est un film de genre, carrément un film gore, hein. Mais ça vient petit à petit, disons. C'est un film sur le bizutage dans les écoles vétérinaires. Et quand on vient d'une famille intégralement végétarienne, ça peut poser des problèmes, surtout quand on comprend l'histoire de la famille. C'est vrai que la fin est très très drôle, mais je vous le raconte pas. C'est le premier film d'une ancienne de la Fémis, comme quoi oui, les écoles de cinéma peuvent produire des films très différents. Il passe à 10h, oui, et il passe également à 9h pour bien commencer la journée du dimanche, le dimanche. Vous avez... Oh, quoi d'autre là Paris pieds nus peut-être de Abel et Ah, Paris pieds nus, oui, alors là c'est l'après-midi de clôture, là il y a du solide. Hein. Depuis le matin, il y a Nos qui est magnifique, hein. Je vous recommande vivement, qui est inspiré d'un fait divers qui s'est produit d'ailleurs, le meurtre d'une jeune fille dans une famille pakistanaise par son frère, mais justement on pourrait, parce qu'elle ne voulait pas se marier selon les coutumes pakistanaises, mais alors que sur un sujet comme ça on pourrait craindre un film racoleur ou enfin, qui utilise les problématiques du jour pour faire vendre. C'est un film d'une intelligence extraordinaire qui illustre, comme le dit le réalisateur, la morale de Jean Renoir, chacun a ses raisons. C'est que tous les personnages sont nés comme pris dans des contradictions dans un monde qui n'est pas simple pour eux non plus. Et c'est pas un film qui juge, ni qui excuse évidemment, mais c'est un film qui donne à comprendre comment tout ça n'est pas simple et comment on le simplifie beaucoup. Oui, donc je reviens à Paris pieds nus dans cette journée du dimanche, qui est d'ailleurs la première journée européenne de l'art et essai, et on est parti ici copieusement avec 17 films, européens tous, à des degrés divers. Paris pieds nus, c'est Abel et Gordon, c'est deux comédiens, elle est canadienne, je crois, ou anglaise, je ne sais pas, et lui est belge, qui jouent et qui font leur film dans un burlesque très poétique, très minimaliste, très surprenant, et pas très grand public, il faut bien le dire, hein, mais ça a un charme fou. Et là, Paris pieds nus, vous verrez, c'est une expédition à Paris, des rencontres improbables. C'est Fiona Gordon qui arrive de ces contrées nordiques où il y a beaucoup de vent et de neige, à Paris, pour sauver de la maison de retraite une vieille dame, je ne sais plus si elle est de sa famille, une vieille amie, que joue Emmanuel Riva. Et là, elle tombe sur un SDF un petit peu exploiteur aussi que joue Dominique Abel. On rencontre aussi Pierre Richard là-dedans. Il y a des gags improbables, poétiques. C'est une expérience de cinéma, de poésie et de burlesque. Mais c'est un burlesque le burlesque est destructeur. Le burlesque est violent. Là, c'est pas burlesque en ce sens-là. Mais il y a une fantaisie poétique, oui. Et puis La fille de Brest à la clôture, superbe film sur l'histoire du Médiator, mais vraiment très, très réussi, très sain, très direct. Oui. Je vous fais répéter, excusez-moi. Drôle d'oiseau. Un drôle d'oiseau. Il me semble qu'on en a parlé rapidement tout à l'heure. C'est l'histoire d'une rencontre tout à fait improbable entre une jeune femme que joue Lolita Chamat, très fermée sur elle, et qui cherche un logement et un boulot quand même, et un vieux libraire dont on comprend qu'il a été dans des mouvements ultra-gauchistes, voire plus dans les années 70 en Italie. Voilà, et c'est l'histoire de cette rencontre improbable, traitée sur un registre pas psychologique, mais un peu de fantaisie distanciée. C'est bien, c'est un registre plus proche de la comédie quand même que du film psychologique, mais c'est assez inclassable. Et quand je l'ai vu, ça, on a envie de l'aider, quoi. Voilà.
ça ne fera pas 1 million d'entrées, on le sait déjà. Je vais passer derrière la caméra à force. C'est une mise en scène inconsciente.